Tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce nouveau webinaire et dernier webinaire de cette 6e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous cet après-midi pour évoquer les réseaux sociaux dans un usage professionnel. Quelques petits rappels des règles concernant le webinaire. Je crois que Camille, tu as la main du coup sur le support, donc je te laisse défiler. Moi, je n'y ai pas accès. Alors, je suis en train de voir. Il semblerait que moi non plus, Antoine. Ah. Pourquoi donc? Tac, c'est bon. Allons-y. Tu as récupéré la main? J'ai récupéré la main. Si jamais vous avez quelques petits soucis de son ou d'image ou de son, n'hésitez pas à nous le faire remonter dans le chat. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que tout fonctionne. Donc, si c'est OK pour tout le monde, n'hésitez pas à me le faire savoir, à nous le faire savoir dans le chat. Et puis, on va pouvoir démarrer. Camille, du coup, je te laisse faire un petit rappel des règles et consignes. OK. Donc, comme on vous l'expliquait, vous avez la possibilité, si jamais il y a quoi que ce soit, de nous interpeller dans le chat. Alors, on ne voit peut-être pas tout directement, donc on pourra revenir sur certaines de vos questions un petit peu plus tard en fonction du temps qu'on aura. Et bien évidemment, vous le verrez dans la suite de la présentation, tout ce qui va être de l'ordre d'éléments personnels pourra être traité aussi via d'autres options du CEP plus tard. Exactement. Oui, non, vas-y. Non, je t'en prie, continue. Allez, les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, comme Antoine vous l'expliquait, nous arrivons sur la fin de cet événement et clôturons aujourd'hui avec le webinaire qu'on vous propose. Donc, ça a eu lieu du 6 au 17 octobre. Et l'idée de ces semaines de l'évolution professionnelle, c'est vraiment de pouvoir vous informer sur différentes thématiques, comme celle d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être avez-vous pu et eu l'occasion de participer à d'autres webinaires. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'accéder au replay. Donc voilà, on vous communiquera ça, mais il est tout à fait possible de revenir sur un événement qui s'est passé antérieurement sans aucun souci. Exactement. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes 240 à être avec nous. Merci encore. J'espère que vous êtes bien confortablement installés à quelques heures du week-end pour parler tous ensemble des réseaux sociaux. On a habillé la slide de présentation, effectivement, je pense qu'on peut se présenter. Du coup, je te laisse la main, Camille, et je prends la suite. Allez. Donc moi, je suis Camille Rowe, je suis conseillère en évolution professionnelle au sein du réseau Avenir Actif en Nouvelle-Aquitaine. J'ai une fonction avec plusieurs casquettes, mais celle notamment d'accompagner tout ce qui va être de l'ordre de la transition professionnelle, qu'on parle de reconversion, qu'on parle de questionnement, qu'on parle de formation, voilà, sur différents aspects. Et donc, Antoine Villetré, chargé de communication pour le réseau Avenir Actif, également en Nouvelle-Aquitaine. Et je vois déjà une question dans le chat, je me permets d'y répondre. Marc, combien de temps les replays de webinaires restent-ils disponibles? Ils le seront tout le temps nécessaire dans les prochains jours, les prochains mois, pour que vous puissiez avoir le temps de bien les visionner autant que de besoin, et également de reprendre connaissance des supports qui sont diffusés à cette occasion. Et merci Camille, du coup, c'est parti. J'utilise les réseaux sociaux dans mon projet d'évolution professionnelle. Concrètement, comment se déroule un petit peu ce webinaire en 1 heure de temps? C'est assez court, ça va être assez dense, mais dans un premier temps, déjà, on va essayer de définir un petit peu ensemble c'est quoi un réseau social, qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux. On va faire un petit état des lieux, un petit panorama des principales plateformes sur lesquelles nous, je parle en tant que Français, on est largement représentés. Et ensuite, on va enchaîner sur un focus sur 4 de ces plateformes qui, évidemment, dans le cadre de la thématique du jour, présente un intérêt bien particulier. Et enfin, on passera sur une 3e partie où, un petit peu concrètement, on va montrer selon différentes actions, besoins, comment les utiliser.
Évidemment, à nouveau, vous pouvez poser vos questions, mettrez-vous un lien pour voir ces replays. Ils le sont d'ores et déjà à partir du moment où vous êtes inscrit sur la plateforme des semaines de l'évolution professionnelle. Si jamais vous avez des thématiques et des webinaires pour lesquels vous n'avez pas participé, vous y avez quand même accès en vous inscrivant sur la plateforme des semaines de l'évolution professionnelle à ces webinaires. De suite, vous pourrez retrouver le replay. Je vous mets un petit peu sous les yeux pour commencer les 10 médias sociaux. Je vais préciser cette notion-là, qui sont les plus utilisés en France. Ce sont les chiffres de 2024 sur lesquels on s'appuie aujourd'hui. Et vous le verrez déjà qu'ils présentent quelques particularités. Premièrement, c'est que là où on peut penser que des réseaux émergents ces quelques 5 ou 4 dernières années qui rencontrent une forte popularité auprès des plus jeunes populations, comme TikTok par exemple ou Instagram, seraient à la première ou à la deuxième place. Ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui en France, on est encore beaucoup à être présent sur Facebook et à l'utiliser. Et puis, donc vous voyez, on a également des services de messagerie comme WhatsApp et iMessage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la définition même des réseaux sociaux, ce sont des plateformes numériques qui permettent à chacun de créer un profil, d'interagir avec d'autres utilisateurs et de partager des contenus au sein d'une communauté. Ça, c'est vraiment une définition qui est très scolaire. Et donc, il repose sur la mise en relation, la circulation d'informations et la construction d'une identité numérique. Et ces réseaux sociaux, ils appartiennent à un ensemble un peu plus large que l'on appelle les médias sociaux, et qui sont un ensemble plus large d'espaces numériques qui permettent la création et le partage de contenu. Et là, on va de la plateforme vidéo. Je vois également, effectivement, il y a aussi YouTube et toute autre plateforme de streaming vidéo. Il y a également des plateformes de streaming musicaux. Il y a les wikis, les blogs, les forums. Ce sont en soi des médias sociaux. Également, du coup, les services de messagerie. D'où pourquoi, cela explique pourquoi on les retrouve dans ce classement proposé par la plateforme qui s'appelle le blog du modérateur, pour citer la source. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, ils font partie d'un ensemble plus large qui montre que l'usage professionnel que l'on peut en faire, il ne dépend pas que, par exemple, de LinkedIn ou Instagram. C'est-à-dire que les services de messagerie qui se situent un petit peu à la frontière, ce ne sont pas des réseaux sociaux au sens propre pour ce qui est de la publication de contenu, mais ils vont permettre d'interagir avec un réseau de contacts plus ou moins élargi et qui relève de communication interpersonnelle et qui peuvent également entrer dans le champ de notre activité professionnelle. Donc nous utilisons tous et toutes à peu près une constellation de plateformes numériques, d'outils numériques, que ça va du réseau social donc à la messagerie, qui participent tous à leur manière en fait à la construction de notre présence et de notre réputation en ligne. Sans plus tarder, quelques petits éléments statistiques présentés toujours par le blog du modérateur. Entre janvier 2024 et janvier 2025, 200 millions d'utilisateurs supplémentaires sont inscrits sur les réseaux sociaux. Là, on est à une échelle un peu plus mondiale. Il faut savoir qu'en France, on compte, pareil, sur des chiffres 2024, quelques 50,4 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, avec un équilibre assez proche hommes-femmes. 21,3% des internautes français, ça rejoint la slide précédente, déclarent que Facebook est leur réseau social préféré. Et le type de contenu qui est suivi et de loin, c'est celui qui est publié par les proches et les connaissances. Et on passe, vous le voyez, beaucoup de temps par jour, quotidiennement, sur ces plateformes. D'autant plus que on peut, alors c'est selon chacun, mais en avoir plusieurs comptes du coup. Plusieurs comptes, évidemment, on va le voir sans plus tarder, qui peuvent effectivement avoir un usage dans notre vie professionnelle. Et quand on parle de réseaux sociaux et de vie professionnelle, généralement vient à l'esprit LinkedIn.
Donc, pour faire simple, LinkedIn, il permet de se rendre visible et de valoriser son parcours. LinkedIn, c'est un petit peu, si vous voulez, un raccourci, permettez-moi ce raccourci, une carte de visite professionnelle. C'est-à-dire qu'on va y parler de son travail, de son parcours, de ses compétences, des projets que l'on a menés, et on peut éventuellement y parler de ses envies d'évolution aussi. L'intérêt, c'est de pouvoir montrer sur LinkedIn qui on est professionnellement. Et selon si vous êtes par exemple sur une recherche d'emploi, eh bien c'est se connecter avec des recruteurs ou des collègues ou des personnes qui exercent le même métier. Si vous souhaitez par exemple vous renseigner sur un type de métier spécifique, un secteur d'activité, une entreprise, et je passe. Donc à nouveau, voilà, comment utiliser LinkedIn, déjà en créant un profil professionnel, hein, où on met de façon assez précise son expérience, ses compétences et ses réalisations. On n'est pas obligé, pour ce qui est de la publication sur LinkedIn, on n'est pas obligé de publier fréquemment. Pour autant, il est vraiment utile de tenir à jour son profil. Et d'oser interagir avec les publications qui nous intéressent. Parce que cette interaction, elle va apporter, que ce soit des mentions de j'aime ou de commentaires ou de partage de publications, ça va apporter de la visibilité à son profil. Donc voilà, on n'est pas forcément obligé de publier sur ces plateformes. Pour autant, il y a des petites interactions à avoir qui peuvent vous apporter de la visibilité. Et puis, vous avez tout un tas de fonctionnalités diverses et variées. On n'aura pas le temps, ce n'est pas le propos de ce webinaire de toutes les présenter, ces fonctionnalités, surtout qu'on a d'autres plateformes à évoquer. Mais en somme, LinkedIn propose également des espaces de groupe, donc vraiment des communautés rassemblées autour d'une thématique, d'un secteur ou autre, où là, il est utile d'échanger les bonnes pratiques, de susciter, de demander des retours d'expérience pour vous aider vous-même dans votre parcours professionnel à possiblement évoluer si ça fait partie de votre projet. Par exemple, Camille, je ne sais pas, est-ce que sur les personnes que tu accompagnes, lorsque vous évoquez la notion, je sais pas, d'enquête métier, est-ce que selon toi, LinkedIn, ça peut être un outil assez intéressant d'intégrer aux autres outils pour aller chercher un petit peu ces informations-là? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que, comme l'a dit Antoine, c'est un outil parmi tant d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la démarche, toute la recherche ne peut pas s'arrêter à l'unique utilisation d'un réseau social, mais il est vrai que LinkedIn et encore plus parfois même en fonction des territoires, mais il est vrai qu'on est sur un réseau qui permet réellement cette action de tissage, de maillage, de réseautage. On peut rencontrer des professionnels, alors quand je dis rencontrer virtuellement, ou même parfois on a vu, nous, dans le cadre de nos activités, des rencontres se faire réellement en présentiel, parce qu'il se trouve que le territoire le permettait, et des rencontres entre des professionnels en exercice et puis des personnes qui souhaitent se reconvertir vers ce métier-là. Donc c'est vrai que c'est une forme de carnet d'adresses assez intéressante qui vous permet réellement de réseauter, en tout cas dans un premier niveau. Et même parfois d'avoir accès, se servir de son premier niveau de connaissance, sa famille, ses amis, pour après avoir accès à un réseau plus large. C'est certain que c'est un outil extrêmement pertinent pour ça et que nous, dans l'accompagnement réel qu'on peut faire chaque jour, on s'en rend compte. Ouais, tout à fait. Donc voilà, LinkedIn, c'est pour cette raison et bien d'autres que l'on a pu évoquer ces quelques dernières minutes-là, il me semble que c'est presque un incontournable, j'ai envie de dire. Et en tout cas, un bon outil pour prendre des informations, pour échanger vraiment directement avec des professionnels de tout secteur qui sont également présents, de suivre l'actualité de son secteur. Enfin, les possibilités sont assez multiples et en tout cas, en tant que réseau social professionnel,
Voilà, c'est pourquoi on vous le présente aujourd'hui en premier. Si vous avez des questions sur LinkedIn, n'hésitez pas, même après, on pourra y répondre. Vous avez également listé quelques fonctionnalités intéressantes également disponibles sur LinkedIn. On peut également, à nouveau revenir, si vous êtes en recherche d'emploi, vous indiquer que vous l'êtes avec l'ajout d'un petit bandeau que vous pouvez rendre visible à tous ou uniquement aux recruteurs, puisque on va évoquer un peu plus tardivement dans cette présentation quelques chiffres clés des recruteurs qui utilisent les réseaux sociaux dans un but de recrutement. Et vous allez voir que les chiffres sont assez parlants. Florence, faut-il être abonné à LinkedIn payant pour accéder à LinkedIn Learning? Je n'en suis pas certain. Je vais vérifier un peu plus tard au cours de ce webinaire si c'est bien le cas. Donc, je vous apporte la réponse dès que possible. Il y a effectivement, et ça évolue constamment sur ces plateformes, que l'on va vous présenter des fonctionnalités gratuites, des fonctionnalités payantes. Sachant que les fonctionnalités payantes ont forcément des outils qui sont intéressants, mais qui ne sont pas indispensables non plus. Voilà, donc selon ce que chacun est en mesure de vouloir investir sur ces plateformes, pourquoi pas. Mais en soi, c'est pas nécessaire d'aller forcément souscrire à un LinkedIn payant, quel que soit votre besoin ou envie de créer professionnellement sur LinkedIn. Sachant que je vois pas mal dans les réponses et je vous remercie, il faut l'accès premium pour Learning. Bon. Encore une fois, c'est ouvert à... Si vous avez déjà un profil LinkedIn, il y a quand même un accès pour vous donner une vue d'ensemble de ce que proposent ces fonctionnalités-là, à voir si vous y trouvez votre intérêt ou non. Open to Work n'est pas toujours conseillé. Tout dépend de votre situation. Il faut savoir aussi également prendre du recul par rapport à votre situation là-dessus. Toujours est-il que le Open to Work, à nouveau, vous n'êtes pas obligé de l'afficher aux yeux de tous sur LinkedIn. Et après, pour compléter ce que tu es en train de dire, Antoine, et ce que je vois un petit peu dans le chat, il est vrai que un des éléments principaux, que ce soit pour LinkedIn ou pour n'importe quel réseau social que vous allez utiliser, c'est qu'il faut qu'il vous serve et non pas qu'il vous desserve. Donc, chacun va avoir aussi son point de vue sur l'utilisation et sur quel curseur je pose mon utilisation. Il y a des fonctionnalités qui permettent de le faire de manière sécure. Donc ça, c'est à vous de les activer ou pas. Mais c'est vrai que chacun va y aller avec le niveau qu'il juge intéressant et important. Exactement. Il n'y a pas d'obligation ou de prérequis absolu lorsqu'on se lance sur un tel réseau social. C'est par l'usage, par la découverte de ce qu'il est possible de faire et en fonction de votre situation professionnelle que vous allez juger s'il est utile ou pas d'utiliser telle ou telle fonctionnalité qui vous est proposée. En tout cas, dans la présentation que l'on en fait aujourd'hui de LinkedIn, il est utile effectivement en tant que carte de visite professionnelle et de réseautage. Est-ce que le fonctionnement de l'algorithme fonctionne donc sur les mots-clés aussi? Oui, c'est peut-être moins le vrai qu'aujourd'hui qu'il y a une certaine époque, j'ai envie de dire. L'usage en tant que tel de mots-clés avec les hashtags, ils sont toujours bien utilisés sur LinkedIn. Pour autant, il me semble que la plateforme avait leur donné dans l'algorithme de recherche, moins d'importance, on va dire. Donc, ils ne sont pas vitaux pour autant. Dans les pratiques, ils sont toujours utilisés et ça peut être un bon moyen d'user de ces mots-clés selon votre recherche ou vos besoins de les inscrire dans vos publications ou dans vos recherches. On a quelques exemples à présenter de pages, de groupes, mais voilà, si vous connaissez par le visuel, si vous connaissez LinkedIn, ça n'a pas un grand intérêt. Si vous ne connaissez pas, ne pas hésiter à y jeter un coup d'œil, en fait, à vous inscrire, et puis même sans forcément, dans un premier temps, vous créer un profil professionnel très détaillé, au moins pour découvrir la plateforme et ses fonctionnalités, c'est un bon début. Camille, je te propose que l'on passe ensuite à Facebook, que je suis sûr, nous sommes beaucoup ici présents à avoir un profil, parce que
j'ai pas envie de dire qu'il fait office d'ancêtre des réseaux sociaux, mais pas loin en fait, hein, puisqu'il a été lancé aux États-Unis en 2005. Il est arrivé en France peu de temps après, ou du moins dans les années 2008-2009. C'est là où il y a vraiment eu une, une activité florissante en France sur Facebook. Donc, Facebook, il est passé par toutes les étapes, on va dire, du simple réseau social auquel on échange avec ses amis, on joue à des jeux, à un outil marketing assez puissant, où il n'est pas inintéressant non plus d'échanger avec des communautés ou même de réseauter. Ça n'est pas un réseau social professionnel, au même titre que LinkedIn, où l'on a son profil et où on l'alimente de la même façon. Ce n'est pas le cas. Facebook, ça reste avant tout un réseau social personnel, mais qui peut avoir, et à nouveau, selon la situation de chacun, un usage professionnel qui est intéressant. On peut y retrouver notamment des groupes thématiques plutôt à l'échelle locale de son territoire, qui permettent de s'informer, d'échanger sur un métier, de repérer des offres d'emploi ou des formations. C'est vrai que les groupes Facebook ont peut-être plus de traction que les groupes LinkedIn, parce qu'ils existent depuis un bon nombre d'années et que nous sommes encore, on l'a vu lors de la présentation des 10 réseaux sociaux les plus utilisés en France, il reste tout de même encore le numéro 1. Donc en fait, à l'échelle locale, il y a vraiment, je pense, un intérêt particulier, spécifique à se connecter sur Facebook. Pour celles et ceux d'entre vous qui développent un projet ou une activité indépendante, professionnelle, Facebook, il peut aussi servir à se faire connaître son activité, son métier, au travers d'outils. On l'évoquera également avec Instagram, avec des supports de communication un peu divers et variés, notamment en passant par la vidéo, de manière assez créative, présenter son activité de façon sous l'angle du marketing, en gros. Oui, toujours en fonction, à mon sens, pour compléter ce que tu es en train de dire, toujours en fonction de l'objectif que vous voulez y mettre et de la portée que vous voulez lui donner. Tout à fait. Il va y avoir certains canaux plus pertinents que d'autres. Ouais. Tout à fait. Et la seule vigilance peut-être à garder, qui est plus présente, mais pas non plus totalement effacée du côté de LinkedIn, c'est de bien savoir séparer son activité personnelle sur Facebook à celle professionnelle. Parce qu'à nouveau, c'est un réseau social premièrement personnel que on est potentiellement nombreux à commenter, à faire des publications où l'on partage des avis ou autres, etc. On reviendra sur cet aspect-là en fin de webinaire, mais il faut savoir absolument faire la distinction entre les deux. Je pense que ça peut desservir parfois dans un contexte professionnel. Il faut savoir garder une distinction assez nette. Et pour cela, c'est également le cas sur les autres réseaux sociaux. Hein. Il y a des paramètres de confidentialité. C'est un des premiers réflexes peut-être à avoir lorsque l'on crée un compte sur un réseau social, ou même si vous y êtes depuis un bon nombre d'années. Je vous invite vraiment à le faire, c'est de parcourir un petit peu les paramètres de confidentialité. Il y en aura forcément peut-être quelques ajustements à faire selon vos préférences. En tout cas, il est toujours utile d'être au clair là-dessus. Et donc voilà. Facebook, c'est un bon outil aussi de veille et de contact. Donc voilà, pour résumer à nouveau, si vous avez une entreprise ou une marque personnelle à mettre en avant, c'est vraiment un outil intéressant avec la création de pages. Si vous êtes, je ne sais pas, vous cherchez un nouvel emploi, mais pas que, vous avez des pages à suivre, leur actualité, la façon dont ils communiquent aussi, il y a plein de choses intéressantes à apprendre. Et enfin, sur les groupes Facebook, pareil que sur LinkedIn, mais avec une échelle locale peut-être plus présente et plus pertinente selon votre champ d'action professionnel. Il y a d'autres avantages sans doute, mais ce sont les deux les plus utilisés. Je parcours un petit peu le chat. Iris pose la question, si on a des activités diverses et séparées, peut-on avoir plusieurs comptes ?
S'il n'y a pas de lien entre ces activités, effectivement, il vaut mieux avoir plusieurs comptes. Enfin, rien ne vous l'interdit. En tout cas, rien ne vous l'interdit. On a une question également revenue à 2 reprises là sur la pertinence de passer par LinkedIn pour faire des fiches métiers, pour faire des interviews. Donc, il est vrai que tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur le principe de réseautage, mais pas que. Il y a aussi le fait de voir des opportunités, le fait d'être en veille sur le marché et derrière, de pouvoir se saisir aussi de ça. Il est vrai qu'on avait mis l'accent là sur les enquêtes métiers. Enfin, je vois la question est en ce sens. Voilà, c'est vrai que c'est un moyen intéressant de pouvoir accéder à un premier niveau de réseau professionnel, de la même manière qu'on pourrait aller pousser les portes de certains commerces ou qu'on pourrait aller pousser les portes de certaines enseignes. Là, c'est une autre manière de le faire et à mon sens, oui, c'est pertinent, tout à fait. Et encore une fois, c'est le fait de diversifier ces différents canaux de recherche qui va également être intéressant. Exactement. Pour terminer sur Facebook, là, vous voyez, on a un exemple de groupe de discussion sur Facebook qui porte sur la reconversion professionnelle. Donc, ça peut être également, là, ici aussi, un outil de partage, de retour d'expérience qui est intéressant et qui peut élargir votre vision de votre projet professionnel ou autre. Ça peut être un outil intéressant. Pour ce qui est du réseautage, vraiment peut-être privilégier LinkedIn parce que vous serez présenté dans une posture professionnelle et que ça peut être plus pertinent. Il faut des emails différents pour avoir plusieurs comptes. Je ne crois pas. Vous pouvez créer des pages Facebook sans forcément établir de liens entre elles, diverses activités que vous pouvez gérer à partir d'une même adresse mail. Donc non, je ne pense pas. Si votre question allait dans ce sens, effectivement, je répondu un peu à côté, mais non. Moi, à titre de mon activité professionnelle, je gère 2 pages Facebook totalement où je ne mélange pas l'activité des deux et que je peux diriger depuis le même espace depuis le même espace de management de page. Il y a des passerelles entre le personnel et le professionnel sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des robots et vivons IRL. Absolument d'accord, Clara. N'aime pas le double compte. LinkedIn fait la chasse au double compte. Oui, alors là, effectivement, sur le profil professionnel, effectivement, il est fort à parier que LinkedIn n'aime pas trop ça et que on ne peut pas présenter 2 fois sa personne sur 2 pages différentes. Pour LinkedIn aussi, la gestion de page, elle peut être mutualisée à partir d'un même compte ou email. Exactement, Meta Business pour la création et la gestion de page, tout à fait. Passons à X ou anciennement Twitter. X, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à l'appeler X encore aujourd'hui. Twitter, c'était vraiment parlant, je pense, pour tous et bien établi. Allez, Antoine, on t'autorise à parler de Twitter. Ah, merci, ça me fait plaisir. Je vais quand même faire l'effort. X pour s'informer et découvrir des opportunités, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, comme vous le voyez à l'écran, pour vous apporter une vision sur les tendances et sur le marché, ça peut être intéressant. Là où X est vraiment pertinent, c'est que c'est avant tout un outil de veille. Un outil de veille professionnel où on peut suivre des entreprises, des acteurs de tout secteur, organismes de formation ou des experts sur telle ou telle thématique. Vous pouvez trouver tout ça un petit peu sur X et vous créez une veille professionnelle qui peut vous être utile dans votre activité. Là, il est peut-être pas nécessaire au travers de son compte, ou du moins pas, comment dire, il n'y a pas un besoin impérieux d'écrire soi-même, de publier sur cette plateforme-là. Simplement, vous pouvez suivre et lire déjà les comptes à partir des comptes auxquels vous êtes abonné pour enrichir votre réflexion et rester au courant des tendances de votre secteur, par exemple. X, Twitter,
utilisent encore pas mal le système de mots-clés dont on a évoqué un peu plus tôt l'utilité encore aujourd'hui sur certaines plateformes. Sur X, c'est encore le cas. Et puis voilà, on retrouve certains liens avec ce que l'on a dit sur LinkedIn ou sur Facebook, c'est-à-dire suivre des personnes en lien avec son projet pro, participer à des conversations, surtout voilà, créer ou suivre une ou plusieurs listes de comptes selon vos intérêts qui peuvent voilà, avoir une plus-value dans votre activité. Nathalie, plus pour les journalistes auparavant, et je pense que c'est toujours le cas effectivement, journalistes, comment dire, médias d'opinion, etc. C'est vraiment la plateforme faite pour. Encore une fois, dans un usage professionnel, c'est vraiment et avant tout, à mon sens, un outil de veille qui peut être intéressant pour la veille professionnelle. Avec, voilà, vous le voyez à l'écran ici, un exemple de liste. Vous pouvez en créer un certain nombre et vous permettant ainsi de suivre l'actualité selon vos différents centres d'intérêt en lien avec votre activité. Je pense que là, on descend à nouveau d'un cran, je pense, dans ce qui peut être échangé dans le cadre d'un suivi en conseil en évolution professionnelle. Voilà, quel que soit le projet pro, c'est pas forcément la plateforme sur laquelle on va passer le plus de temps. En tout cas, comme outil, il faut que ça soit très ciblé en fonction d'un besoin de veille professionnelle. Je vois qu'il est 31, j'accélère un petit peu sur cette partie, on passe enfin à Instagram. Instagram, c'est un outil de storytelling extrêmement pertinent. À l'image de TikTok, si on veut, on a choisi Instagram parce que, voilà, comme outil marketing, c'est quand même davantage pertinent peut-être voilà, pour celles et ceux qui ont besoin de montrer un savoir-faire, un métier ou un projet. C'est un outil qui est très très intéressant. Mais là, encore une fois, c'est très spécifique aussi à la création d'entreprise, par exemple, ou à la reprise d'entreprise, où on est sur ce genre de plateforme, tout en sachant que là, il y a un lien intéressant évidemment avec Facebook, puisque la maison mère de ces deux plateformes est Meta, et que les outils de gestion Meta Business qui a été évoqué notamment dans le chat permet de gérer à la fois les deux en même temps ou séparément. Enfin bref, l'idée derrière est que c'est un écosystème sur lequel on peut communiquer de façon concomitante sur notre activité. Voilà. Pourriez-vous nous dire à la fin de cette formation où on peut se former sur les réseaux sociaux? Alors là, je ne suis pas sûr qu'on ait des exemples très précis à vous donner. Je pense qu'il y a pas mal de ressources en ligne sur lesquelles vous pouvez vous diriger. Nous, en tout cas, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, c'est évidemment pas quelque chose avec lequel on forme. Pour autant, là, aujourd'hui, et dans le cadre de ce webinaire, l'idée, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques. Et encore une fois, si vous avez déjà des comptes, un ou plusieurs comptes sur ces plateformes, il y a des ressources sous un style FAQ, voire de production vidéo de la part de ces plateformes qui vous permettent dans le détail et dans les outils qui vous sont proposés et spécifiques à ces plateformes, de développer un petit peu vos connaissances là-dessus. Oui, pour répondre à cette question, je pense qu'effectivement, c'est une vaste question où se former sur les réseaux sociaux. Il va y avoir du bon, du moins bon. L'idée, c'est d'abord de qualifier la notion de formation. Est-ce qu'on est vraiment sur une formation? Est-ce qu'on est sur une sensibilisation? Est-ce qu'on est sur… Donc ça, c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus et ne pas se précipiter sur des formations qui peuvent exister, hein, si vous regardez sur Internet. Oui, sans doute. Exactement. Donc voilà, Instagram, pareil, si cela est pertinent dans votre activité professionnelle, de créer un profil pour mettre en avant votre travail, votre marque, en partageant, c'est ce qui marche le mieux, du contenu visuel, photo, particulièrement vidéo, avec l'appui de ce qu'on appelle les stories, qui ont une durée plus ou moins limitée pour engager, vous permettre d'engager avec votre audience.
tout ceci est à votre disposition. Il y a même sur Instagram, mais c'est depuis le cas sur TikTok par exemple aussi, vous pouvez faire votre shopping, mais surtout vendre vos produits si vous en avez l'opportunité. Enfin voilà, on est vraiment sur du marketing visuel. Et là, il peut y avoir, encore une fois, un intérêt assez important selon votre activité. Avec 2 exemples de pages Instagram. Voilà, sauf indication contraire, on voit à peu près tous à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est quand même extrêmement populaire dans les usages en France. Donc voilà, et je crois qu'on a terminé un petit peu sur ce focus, sur ces 4 plateformes. Et on vous propose de passer un petit peu à une autre étape de ce webinaire sur l'utilisation de ces réseaux sociaux au sens large, en fonction de vos objectifs professionnels. Et donc, vous voyez un petit peu sous cette forme un peu schématisée ce que l'on va développer. Camille, je te laisse prendre la main sur s'informer sur les tendances professionnelles. Tout à fait. Donc là, on évoquait tout à l'heure qu'effectivement, en fonction de l'objectif qu'on va avoir, objectif professionnel mais personnel finalement, l'utilisation de ces plateformes peut être bien évidemment beaucoup plus pertinente en passant de l'une à l'autre. Donc, avec la présentation qu'Antoine a pu vous faire là sur la première partie, l'idée après, c'est d'identifier quel canal va être le plus pertinent et de pouvoir le mobiliser. Les objectifs peuvent être divers. On a recensé quelques objectifs finalement principaux. La liste n'est peut-être pas exhaustive. Il peut y avoir d'autres idées qui vous viennent à l'utilisation de ces réseaux, mais là, c'est les principaux éléments. Donc, s'informer sur les tendances professionnelles, ouvrir les perspectives. Effectivement, l'idée, et ce, à travers différents réseaux sociaux, c'est de pouvoir élargir votre visibilité, votre lecture de l'environnement dans lequel vous êtes. Quand je dis environnement, tant d'un point de vue territorial que de tendance du marché. Donc, c'est un point assez important et assez central en mon sens qui vous permet vraiment en fonction d'objectifs définis à l'avance. Est-ce que je vais chercher un secteur d'activité? Est-ce que je vais chercher une formation? Est-ce que je vais chercher une entreprise? Et en fonction de ça, d'aller plus spécifiquement dans l'analyse de ces éléments. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'abonnement au groupe sur Facebook. Soyez vigilants. Oui, aussi j'évoque aussi avec la notion de personnel et de professionnel, soyez vigilants aussi sur ce que vous êtes amené à suivre personnellement et professionnellement parce que, mine de rien, l'ouverture de ces perspectives, elle peut être limitée aussi à ça. Exactement. Je passe à la suite, sauf si tu avais un dernier point à évoquer là-dessus. On l'a évoqué pour toutes ces plateformes précédemment. Les réseaux sociaux dans un usage professionnel, ça permet évidemment de développer son réseau professionnel jusqu'à solliciter des rencontres. Je vais particulièrement prendre l'exemple de LinkedIn à nouveau parce que il me semble que c'est un petit peu le fer de lance dans le cadre du sujet du jour. Pour se mettre en relation avec des professionnels et permettre l'échange, je pense qu'il n'y a rien de plus facilitant qu'une telle plateforme pour se connecter avec la personne et directement la solliciter par messagerie privée pour permettre cet échange et solliciter un besoin en information ou voilà. En tout cas, ces plateformes-là, elles facilitent les choses quand même de ce point de vue-là et ce sont donc des outils extrêmement intéressants à travers les groupes, encore une fois, pour profiter des retours d'expérience. Ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter dans la barre de recherche, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook, d'aller chercher avec l'aide de mots-clés des groupes de discussion où les participants amènent leur retour d'expérience à partir duquel que vous pouvez commenter et susciter des interactions qui vont peut-être également vous permettre et vous donner des billes pour vous, votre projet, votre vie professionnelle et la suite, quoi.
Donc effectivement, discuter au sein de groupe, on se retrouve là-dessus. Et je sais pas, Camille, encore une fois, rebondir là-dessus. Est-ce que solliciter un entretien de conseil, c'est quelque chose qui peut être facilité par les réseaux sociaux, comment toi tu vois les choses là-dessus? Oui, oui, bien sûr. Alors déjà, il y a un objectif assez clair pour moi qui est qu'on a tous des représentations sur des métiers, on a tous des représentations sur des secteurs d'activité et la meilleure manière d'y voir un peu plus clair, c'est de s'y confronter. Alors, on pourrait parler des périodes de stage, des périodes d'immersion, mais c'est vrai qu'une première étape peut être un petit peu moins engageante, un petit peu moins chronophage ou énergivore, c'est ces enquêtes métiers. Alors, quoique, hein, ça peut prendre un petit peu de temps, ce système de réseautage, mais c'est vrai que c'est extrêmement pertinent parce que c'est un premier palier à passer qui, outre la lecture d'une fiche métier ou la lecture d'un site spécialisé, vous permet quand même de vous confronter à une forme de réalité du terrain. Je conseille souvent aux personnes que j'accompagne de soit diversifier les enquêtes métiers, soit les prendre avec quelques pincettes et quelques nuances aussi. Il est vrai qu'en fonction de la personne que je rencontre et de son humeur et de son engouement pour son poste, on peut avoir voilà, des sons de cloche ou des avis un peu différents. Mais quoi qu'il en soit, une manière importante de se confronter, c'est de solliciter ces rencontres, c'est de les créer et rien de mieux que ces canaux de communication pour les faciliter, pour faciliter cette mise en relation finalement. C'est pas simple pour tout le monde. Je disais tout à l'heure, on peut pousser la porte d'un commerce, on peut pousser la porte d'une agence immobilière, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'il est facile à faire ou que tout le monde peut faire facilement. Il est peut-être parfois plus facile de le faire derrière un écran. En tout cas, de solliciter cette rencontre, bon, ça marche à coup sûr. Il y a des refus, il peut y avoir des refus comme absolument. Il ne faut pas se Exactement. abattre, mais voilà, je n'ai pas de statistiques sur le nombre de refus avant qu'une personne se voit accorder du temps, mais il faut aussi, de la même manière qu'on l'aurait fait en présentiel, aborder ces personnes-là avec l'idée de se dire, OK, bon, peut-être que voilà, quand vous serez disponible, je vous laisse mes coordonnées pour que vous puissiez vous revenir vers moi quand c'est un moment plus opportun. Voilà, il faut quand même faire attention en passant par ces réseaux à bien garder ce que vous feriez finalement en face à face et dans la vie de tous les jours. Ouais. Ça, c'est important quand même. Exactement. Camille, je t'en prie, je te laisse continuer sur ce point-là. Alors, donc sur la notion de se positionner son profil sur le marché et les opportunités de l'emploi, là, à mon sens, il y a deux idées. Il y a cette idée de positionner son profil et puis cette idée de tenter de le valoriser aussi, qu'on verra peut-être un petit peu après, mais on a cette notion on a cette possibilité au travers de ces canaux de pouvoir se mesurer un petit peu à ce qui se fait déjà, au type de poste qu'on vise, auquel on prétend. Et du coup, on peut de cette manière pouvoir mesurer les points d'adéquation, les points de vigilance, les écarts. Et peut-être tenter des actions correctives, des actions de formation. Je me rends compte que dans les opportunités d'emploi que je vois, il est tout le temps demandé ce niveau de qualification. Comment est-ce que moi je me positionne par rapport à ça? Ça peut vraiment aider les personnes à, d'une part, se positionner, mais d'autre part, venir corriger ou améliorer ou faire évoluer leur profil. En ce qui concerne la partie peut-être employeur, la partie entreprise, c'est la même chose de leur côté aussi. Ça permet finalement de poser leurs attentes, de poser un petit peu leurs exigences et vous, du coup, d'être en veille par rapport à ça et de pouvoir réajuster aux besoins. Des opportunités d'emploi, donc par le biais des offres que vous pouvez voir apparaître sur les réseaux, par le biais des mises en relation. On a parlé des groupes de discussion déjà. Il y a plusieurs manières d'avoir accès à ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez pertinent. Et puis les chiffres qui sont en dessous sont quand même assez très parlants. À mon sens, on évoque que 73% des 18-34 ans ont trouvé leur emploi actuel via un réseau social. Donc là, on n'a pas forcément cité, mais c'est quand même un chiffre assez important. Alors oui, la tranche d'âge peut être questionnée, ou on peut avoir, mais on est quand même sur des éléments qui sont plutôt très parlants. 95% des candidats recherchent des informations sur une entreprise avant de postuler. Je crois qu'autour de cette table virtuelle, on l'a tous, à mon avis, fait, de se dire, tiens, elle recrute, comment ça se passe, quels sont les avis, qu'est-ce qui s'y dit. Bon, je pense que ça c'est important et on le fait dans chacune des sphères de nos vies d'ailleurs. Voilà.
Et les entreprises avec une forte présence sur les réseaux sociaux voient une évolution de 50% de l'engagement des candidats. Ça, effectivement, c'est important aussi, quoi. Et Valérie questionne, effectivement, et pour les seniors, c'est vrai que, comme tu l'as dit, la tranche d'âge, elle peut être remise en question ici. C'est-à-dire que, pour moi, certes, le chiffre est important sur cette tranche d'âge, mais avoir un réseau, un profil professionnel passé 40, 50 ans ou plus, c'est pas, ça se travaille de la même façon et ça peut être son parcours peut-être tout autant valorisé, sachant que voilà, pour moi, on n'a pas les chiffres, mais franchement, je pense qu'il y a tout intérêt pour les salariés expérimentés à faire valoir voilà, leur expérience, leurs compétences, leur parcours et à se s'outiller de la même façon que les plus jeunes générations qui ont très tôt migré sur ces plateformes-là. Voilà, c'est ça, je pense que la différence, elle est principalement là-dessus, sur cette notion d'accès, d'avoir grandi avec, de n'avoir connu que ça, et puis cette notion de s'y mettre, de découvrir. Mais je pense que c'est une réalité assez pertinente, et on l'a dit à plusieurs moments depuis le début de ce webinaire, c'est vraiment l'idée de passer le cap, de s'inscrire, de se créer un profil, d'y aller à tâtons. On apprend en fait au fur et à mesure, une nouvelle fonctionnalité, d'ailleurs elles apparaissent un peu, une nouvelle fonctionnalité, à quoi ça sert, comment je m'y prends, je regarde, mais il y a à mon sens un intérêt à tenter de passer le cap. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres là, et que je disais que la tranche d'âge pouvait être questionnée. Il y a tout intérêt pour des profils plus expérimentés à s'outiller de la même manière, comme disait Antoine, parce que l'idée, c'est comment je valorise mon profil. Et ça, peu importe par quel moyen, par quel visuel je passe, c'est la manière de valoriser, la manière de capitaliser vos compétences et de pouvoir le mettre en avant qui est importante. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est également donner de la visibilité à ses objectifs professionnels. C'est-à-dire que j'ai vu que dans le chat que ça faisait un petit peu débat. On revient principalement à LinkedIn sur cette notion d'open to work, c'est-à-dire montrer à l'extérieur et notamment aux recruteurs surtout que l'on est ouvert à un changement de poste, à un nouvel emploi et être identifié comme tel. Effectivement, encore une fois, il est possible de le masquer de la vue de tous, sauf des recruteurs qui, eux aussi, s'annoncent comme tels. Là encore, en fonction de l'expérience professionnelle et de la position, il est tout à fait utile de réfléchir autour de cette question-là de positionnement sur les réseaux sociaux. Pour autant, effectivement, c'est un outil quand même assez utile pour, en complément d'un profil professionnel qui soit bien renseigné avec son expérience et les compétences à mettre en avant et des réalisations s'il y a matière à en mettre, de se montrer ouvert aux écoutes du marché et aux besoins potentiels des entreprises dans votre recherche d'emploi. Et effectivement, utiliser les posts ou les groupes pour donner de la visibilité à son profil professionnel, à nouveau, vous pouvez tout à fait prendre à corps le sujet ou les sujets qui vous intéressent sur LinkedIn et à publier, à créer vous-même vos publications dessus. Pour autant, au-delà de ça, on peut se rendre visible, ne serait-ce que par l'interaction avec d'autres contenus proposés par des utilisateurs, avec la mise en relation avec des professionnels également présents. Donc voilà. Mais si jamais, effectivement, vous êtes prêt à investir et à publier, vous pouvez en profiter pour faire connaître vos projets, vos objectifs professionnels, notamment si vous êtes effectivement en recherche d'emploi pleinement, c'est peut-être pas le bon terme, mais assumé et prêt à démarcher sur un réseau social, par exemple. À savoir que 80% des employeurs affirment que le recrutement via les réseaux sociaux, je suppose, social, les a aidés à identifier des candidats passifs. C'est assez intéressant. Et parmi les réseaux sociaux les plus utilisés par les recruteurs, bien sûr,
LinkedIn en première position. Facebook, voilà, on l'évoquait, hein, mine de rien, il y a quand même 66 qui déclarent l'utiliser, et Twitter, X, la moitié. Donc voilà, ça peut vous donner une idée assez précise. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Je suis actuellement freelance en rédaction web, mais je souhaite reprendre un contrat salarié en CDI. Que dois-je faire de mon profil LinkedIn selon vous? Conserver cette image freelance ou mettre en avant mon actif salarié? Il y a eu une réponse un petit peu plus loin qui me paraît assez pertinente. Un profil freelance est un plus. J'imagine qu'il y avait peut-être le plus qui manque pour votre recherche salariale. L'idée, encore une fois, c'est votre objectif. Quel est votre objectif quand vous utilisez ce réseau social? Est-ce que c'est de valoriser votre parcours? Est-ce que c'est d'en parler? Est-ce que c'est de vous présenter? Et cette activité de freelance fait complètement partie de vous et de votre parcours professionnel. Donc, ça, c'est typiquement des questions qui pourront être traitées dans le cadre du conseil en évolution professionnelle aussi. Je vois que juste au-dessus, il y avait une petite phrase « Vive les seniors sur les réseaux sociaux ». C'est ça aussi, c'est que le conseil en évolution professionnelle peut accompagner voilà, dans la mobilisation des réseaux, dans qu'est-ce que j'en fais, comment, pourquoi, à quel effet. N'hésitez pas à pousser la porte du CEP aussi avec ces questions-là, bien sûr. Exactement. Je pense que tout est bon à valoriser sur un profil professionnel, en fait. Au-delà de la question de maintenir une activité indépendante et de retrouver le salariat, ce qui est tout à fait possible et encore une fois valorisable, la vie professionnelle elle peut être impactée par différents facteurs ou autres. Et il n'y a pas de... Voilà, les réseaux sociaux, ce n'est pas... mettre en avant des faiblesses. En fait, tout peut se valoriser. Il faut trouver le bon angle, le bon appui, et surtout de mettre en avant quand même ce qu'il y a de plus fort dans votre parcours. Et donc, conserver cette image freelance ou mettre en avant mon activité salariée, je pense que encore une fois, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, par exemple, en étant sur LinkedIn et en étant sur son intitulé de poste comme étant freelance, rédacteur web, par exemple, que d'indiquer que vous êtes open to work et d'aller solliciter des recruteurs ou des entreprises qui recrutent. Et que ce qu'on entend par candidat passif, c'est aussi pour les entreprises LinkedIn un moyen de démarcher certains professionnels. Hein. Alors, tout dépend du secteur, mais beaucoup l'utilisent quand même pour aller solliciter des professionnels qui ne sont pas forcément affichés comme étant à la recherche d'un emploi, mais qui, selon l'offre qui leur sera présentée, pourraient potentiellement changer d'emploi. Je ne sais pas si Camille, tu voulais rajouter autre chose là-dessus. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc je vais tenter d'accélérer un petit peu. Je te laisse parler de la présentation du profil. La présentation du profil. Alors, on a déjà un petit peu parlé quand même, c'est-à-dire que pour alimenter son propre profil finalement et se positionner face au marché, c'est intéressant de prendre connaissance de ce qui existe déjà, de la manière dont c'est valorisé ailleurs. À mon sens, l'idée aussi, c'est que ça vous permet de pouvoir évaluer un peu une forme de concurrence aussi. Qui est déjà présent, qui recherche le même type d'opportunité que moi, et donc comment je vais pouvoir me valoriser, comment je vais pouvoir mettre en avant mes compétences, mon expérience. Et cette action sur sa propre présentation, finalement, est extrêmement pertinente parce que c'est ce que vous allez rendre visible à l'extérieur. Donc, on l'a dit, la nécessité d'identifier les attentes, les intérêts des entreprises pour pouvoir vous-même mettre en avant ce qu'ils recherchent. Alors, toujours dans ce principe de réalité, hein, l'idée, ce n'est pas de se rendre plus beau qu'on est, mais d'aller quand même valoriser au quotidien ce que vous pouvez mettre en avant. Donc ça, c'est vrai que c'est important et que vous avez cette possibilité finalement d'agir sur la présentation de votre profil en vous mesurant déjà à ce qui existe un petit peu, à ce qui se fait, à ce qui vous plaît, à ce qui vous déplaît. Vous avez cette possibilité aussi de vous dire « Ah bah ça, j'aime bien, la manière dont c'est présenté, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour, au regard de la concurrence, valoriser votre propre profil aussi. »
Et ensuite, du coup, comment utiliser les réseaux sociaux? C'est notre dernière partie. On va peut-être aller un peu vite. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre également aux autres questions qui vont arriver. On va faire le maximum. Comment utiliser les réseaux sociaux? Là encore, Camille, je peux te laisser introduire les postures, je ne sais pas, voilà, tout ce que l'on va pouvoir évoquer là-dessus. Les bonnes pratiques, en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, s'il y avait une bonne pratique, parce qu'on va devoir faire assez rapide et assez bref, je pense que c'est une pratique que j'ai évoquée un petit peu plus tôt tout à l'heure. Il faut que l'utilisation de ces réseaux sociaux vous serve plutôt que vous desserve. Alors, ça paraît évident de le dire comme ça, mais quand on parle du CV, souvent, est-ce que je mets une photo, est-ce que j'en mets pas, est-ce que je mets ci, est-ce que je mets ça? Il faut que ça vous ressemble. Il faut que ce soit quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise et il faut que l'image que vous véhiculiez à travers ça vous ressemble complètement et vous corresponde. Donc, je pense que c'est un des points vraiment très important à retenir de cette présentation, c'est que c'est une vitrine. On parlait tout à l'heure de carte de visite, c'est peut-être plus professionnel de le dire comme ça. C'est votre carte de visite et du coup, il faut faire attention à ce qu'on y met dedans, à ce qu'on a pu y mettre précédemment aussi, de bien faire attention à réactualiser vos informations, à être vigilant sur ce que vous laissez paraître de ces profils-là. Mais voilà, on parle de l'orthographe, on parle du type de contenu qu'on publie. Je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut être vigilant parce que ça reste, parce que c'est là et c'est assez difficile de le retirer parfois. Donc, je pense qu'il faut vraiment être assez vigilant au moment où vous vous mettez sur ce type de contenu, de bien y faire attention. Effectivement, moi je souhaitais insister peut-être à travers cette slide sur la prudence qui est de mise toujours sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on les utilise dans un projet professionnel, ça peut être une très bonne chose et j'espère qu'on a pu vous donner quelques explications sur le pourquoi au travers de ce webinaire, mais je tiens à ajouter qu'il faut absolument en tout temps rester conscient de ce que l'on montre, de ce que l'on dit et de ce que l'on laisse derrière soi, parce que une fois qu'on publie sur les réseaux sociaux, ça devient parfois difficile, souvent même, de faire disparaître complètement une trace. Donc, même en supprimant un contenu, par exemple, il peut avoir été vu, partagé, commenté, etc. Donc, il faut toujours réfléchir avant d'agir sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'il s'agit d'opinions personnelles ou sur des sujets sensibles. Parce que parfois, et on peut avoir des exemples, notamment sur Facebook, où la frontière entre vie personnelle et professionnelle est peut-être un peu fine, un peu floue. Et donc, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, on n'est pas des robots et on vit aussi IRL, donc il faut savoir rester soi-même, c'est important. Mais voilà, il faut adopter une certaine mesure dans le ton et dans les propos. Ça peut souvent être plus utile que l'inverse, en tout cas. Et à nouveau, je reviens aux paramètres de confidentialité, surtout sur vos comptes. Allez-y faire un tour. Regardez, il y a forcément peut-être une petite case à cocher ou à décocher qui va vous intéresser selon vos préférences. Voilà, et qui vont vous permettre d'ajuster votre image en ligne, tout simplement. Et donc, s'il y a juste 3 questions à se poser avant d'utiliser les réseaux sociaux, c'est de savoir est-ce que cela me ressemble dans ce que je fais, dans ce que je publie, dans ce que avec quoi j'interagis, est-ce que cela me dessert, et aussi est-ce que j'assume que ce soit vu aussi. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on peut passer des types d'actions à réaliser. Peut-être. Oui, c'est ce qu'on disait par rapport à l'objectif qu'on y met. Je pense que c'est ça qui est effectivement important. Si j'ai un objectif de mobilité externe, de recherche d'emploi ou de reconversion, je vais agir différemment que si j'ai un objectif de création d'entreprise ou de mobilité interne. Donc là, on vous a listé un petit peu les actions qui pouvaient être mises en œuvre, sachant que pour bon nombre, on l'a évoqué, mobilité externe, le open to work sur LinkedIn, le fait de se créer des alertes sur les offres d'emploi. Parfois, en fait, vous faites déjà ces actions sans le savoir. Nous, quand on vous accompagne en CEP, mais on a des questions parfois, mais qu'est-ce que je peux faire pour… en fait, vous faites déjà ça, ça et ça, mais vous n'en avez pas forcément conscience. Donc, c'est vrai que c'est dans nos pratiques quotidiennes. Questionnez-vous sur ce que vous mettez déjà en œuvre et puis, à la limite, sur ce que vous pourriez rajouter, mais toujours au regard de votre objectif. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je nourris si je fais ça? Est-ce que c'est plus pertinent? Est-ce que ça me sera plus utile?
On parlait de la création d'activités. Bon nombre de projets qu'on accompagne qui créent. Le dernier exemple que j'ai en date, c'est dans un institut esthétique. Mais effectivement, là, voilà, où est-ce que je vais pouvoir valoriser ça? Il se trouve que c'était Instagram, il se trouve que c'était TikTok. Et comment je le valorise? Par du visuel, par de la présentation, par quelque chose auquel la potentielle clientèle peut se rattacher. Donc, c'est vraiment ces idées de quel objectif et comment. Donc là, je ne vais pas parler de la mobilité interne, mais c'est quand même un élément aussi important. Vous pouvez tout à fait souhaiter évoluer au sein de votre entreprise. Le fait de rejoindre des groupes pour élargir vos connaissances sur un sujet, le fait de suivre des posts, de manifester votre intérêt pour des projets peut aider aussi votre employeur à se dire disons qu'il est présent là-dessus, ça l'intéresse. Et si nous, en interne, on lui donnait cette possibilité-là. Bon, voilà, c'est des options. Effectivement. Juste une dernière question avant que l'on passe sur le CEP et clôturer ce webinaire. On aura quelques minutes de retard. Je vous invite à rester encore quelques minutes avec nous si vous le souhaitez pour échanger là-dessus. Catherine pose la question, faire un post, une publication pour dire qu'on a assisté à tel e-learning ou autre, est valorisant car on est en veille, ou on veut que l'on souhaite se perfectionner, le montrer, en informer, ou alors ça montre que on n'est pas forcément compétent sur un sujet. Ça me fait un peu tiquer comme question. Je me dis quand même que lorsque l'on souhaite se former, qu'on le fait, c'est toujours bon à valoriser. Bien sûr, l'idée, c'est de montrer que vous êtes curieuse intellectuellement, que vous êtes dans l'envie d'apprendre. C'est dommage pour quelqu'un de se placer en tant qu'expert ou en tant que sachant. C'est intéressant de montrer qu'on est toujours en quête d'en savoir plus, d'en savoir davantage. Donc non, à mon sens, c'est plutôt bénéfique. Absolument, absolument. Dernière partie, du coup, mon conseil en évolution professionnelle. Allez, tu t'en occupes? Allez, je m'en occupe. Challenge accepted. On va essayer de faire ça de manière concise. Vous donner quelques clés sur le conseil en évolution professionnelle. Déjà, c'est quoi? Le conseil en évolution professionnelle, ça a été mis en place il y a quelques années par l'État. Et ça permet à toute personne, indépendamment de son statut, de pouvoir faire un point sur sa situation professionnelle. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un projet en tant que tel, il n'y a pas forcément besoin d'avoir identifié ce qui n'allait pas, mais justement de pouvoir faire le point sur sa situation, de pouvoir en parler, de ne plus être seul finalement à réfléchir un peu à la suite et toujours avec cette idée d'objectif qui sera le vôtre et qui sera propre à chacun. C'est un accompagnement qui est gratuit, qui est confidentiel. On essaie du mieux possible qu'il soit de proximité aussi, c'est-à-dire que vous pouvez localiser finalement l'agence la plus proche de chez vous. C'est des rendez-vous qui peuvent se faire en présentiel ou en distanciel en fonction de vos préférences. On est vraiment sur un accompagnement personnalisé et sur mesure. Sur mesure, exactement. Ouais, en fonction de l'objectif que vous allez pouvoir évoquer dès les débuts de cet accompagnement, finalement, les conseillers vont pouvoir un petit peu mettre à la carte, se rapprocher de vos attentes et pouvoir vous accompagner au mieux dans vos besoins. C'est un service qui est... Oui, pardon, tu allais peut-être dire quelque chose. Non, j'allais juste rebondir là-dessus, sur mesure, et quand bien même on parle souvent de projet, d'évolution, enfin, la notion de projet même si vous n'avez pas de projet, quand il y a une insatisfaction ou un besoin particulier ou des questionnements quels qu'ils soient, je crois que le CEP et les conseillers en évolution professionnelle et les conseillères sont en mesure de vous aider à répondre à ces questionnements aussi divers et variés qu'ils puissent être. Oui. Et pour continuer là-dessus, finalement, vous avez un questionnement, poussez la porte du CEP, parce que vous verrez si ça peut se traiter ici, si ça se traite ailleurs, au moins vous serez accompagné pour traiter dès lors qu'il y a une réflexion ou un questionnement. Il y a plusieurs partenaires qui, du coup, peuvent dispenser et puis répartis en fonction des… On dit que le réseau Avenir Actif accompagne les salariés et les indépendants, la PEC peut accompagner les cadres, France Travail les demandeurs d'emploi, tout ce qui va être de l'ordre des missions locales pour les jeunes moins de 26 ans et puis Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Sachant qu'il peut y avoir des croisements parfois entre ces différentes instances, mais c'est comme ça qu'on répartit un petit peu.
Exactement. Et pour les personnels du secteur public, fonctionnaires ou contractuels, effectivement, c'est en interne auprès généralement des directions des ressources humaines de votre administration que vous sont proposés un accompagnement ou des dispositifs qui vont dans le même sens. Mais effectivement, vous l'avez à l'écran là. Et Camille les a présentés, les différents opérateurs selon les différents publics. Voilà. Ici, on présente une roue des services, j'ai envie de dire, pour vous donner un aperçu assez concis de ce que l'on peut proposer comme type d'accompagnement. On le sait qu'on est souvent associé à un besoin de formation ou à une envie de reconversion. Mais en fait, voilà, si vous souhaitez simplement rester dans votre entreprise ou dans votre secteur, vous souhaitez évoluer en interne, on est là aussi. Si vous souhaitez simplement prendre du recul sur votre situation professionnelle, faire le point pour vous permettre de structurer les choses et de penser à la suite, prenez un premier rendez-vous, il n'y a pas de souci. Le tout, voilà, c'est que mon CEP, c'est un service public qui est là pour vous apporter une écoute et un appui, quels que soient vos besoins et votre projet professionnel. Si Camille, tu avais quelque chose à dire là-dessus. Ouais, j'allais compléter, et ce de manière itérative, c'est-à-dire que vous pouvez arriver avec un premier objectif, on l'atteint, on le passe, et puis quelques mois plus tard, vous avez un autre besoin. Il est tout à fait possible de ressolliciter ce service-là avec une autre dimension, un autre questionnement, une autre possibilité. Là, c'est vrai que c'est une liste qui évidemment n'est pas exhaustive. Chaque besoin peut être singulier, et l'idée, c'est au moins de pousser la porte pour exposer sa situation et puis voir ensemble ce sur quoi on peut travailler. Parfois, il n'est pas question d'une reconversion directement, mais il est question d'un environnement au travail un peu complexe, où je ne suis pas à ma place, j'ai besoin de dialoguer avec mon employeur. On peut vous accompagner aussi dans ces démarches-là, dans ces négociations-là. L'idée de prendre du recul ensemble sur votre situation. Tout à fait. Comment? Alors, on ne va pas tout lister ce qui est présenté ici, mais en gros, effectivement, vous avez un premier rendez-vous qui permet de faire un état des lieux, et selon à nouveau votre besoin ou autre, vous pouvez vous en venir à un rendez-vous, ou à 2, ou à 3, ou à 4, ou à plus, et revenir plusieurs mois après si vous n'avez pas eu votre conseiller ou votre conseillère, les relociter, les remobiliser en tant que de besoin. Voilà. Il ne faut pas se poser de limites là-dessus. Le CEP, il est fait pour vous accompagner tout au long de votre parcours et de votre vie professionnelle. Donc surtout, à nouveau, on l'a dit, c'est gratuit, ça se veut de proximité, donc potentiellement, en tout cas, en ce qui nous concerne en Nouvelle-Aquitaine, on fait en sorte que pas plus de 30 minutes ou de 30 km de votre domicile ou de votre lieu de travail, vous ayez un conseiller qui puisse vous répondre dans les 10 jours à venir et vous recevoir en rendez-vous en présentiel ou en distanciel. Voilà. Le CEP, il est flexible dans toutes ses modalités, et ne pas se dire surtout que pour X ou Y raison, on ne se sent pas légitime à le mobiliser, ou qu'on n'a pas suffisamment avancé dans un projet ou pas. Ne vous posez pas tant de questions. Juste, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. J'en viens à la dernière diapositive avec le site internet mon-cep.org, ou dans la rubrique je trouve mon conseiller. En fonction de votre localisation, vous pourrez trouver le centre vous accueillant le plus proche. Donc n'hésitez pas, surtout en tant que de besoin, à mobiliser le CEP. Camille, je te propose de nous arrêter ici. S'il y a quelques questions qui traînent, je vais rester un petit peu sur le chat pour tenter d'y répondre. Mais nous avons dépassé de quelques minutes le temps réglementaire. Et encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre participation. J'espère que nous avons été dans ce temps relativement court, suffisamment exhaustif pour vous donner des pistes et des éléments un peu concrets pour l'utilisation des réseaux sociaux à un usage professionnel. Mais voilà, merci pour votre participation aux semaines de l'évolution professionnelle, et à l'an prochain, j'ai envie de dire. Au revoir. Au revoir, merci.